Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, le sujet de la chasse qui est de plus en plus clivant au sein de notre société, avec des incidents qui sont toujours et très médiatisés à chaque fois. Eh bien, le Sénat a rendu mercredi 14 septembre, donc mercredi dernier, un rapport d'information intitulé « La sécurité, un devoir pour les chasseurs et une attente de la société », dans lequel il formule une trentaine de propositions pour améliorer la sécurité de la pratique de la chasse. Et ce rapport, il faut savoir, fait lui-même suite à une pétition qui avait été lancée fin 2021, intitulée « Mort, violence et abus liés à la chasse, plus jamais ça », déposée par un collectif anti-chasse. Le collectif anti-chasse Un jour un chasseur, qui avait recueilli 122 000 signatures sur le site du Sénat, devenant ainsi la première pétition en ligne à donner lieu à une mission de contrôle parlementaire. Ce qui est intéressant, c'est que finalement les sénateurs ont donc suivi l'appel à réguler la chasse, mais pas forcément les préconisations du collectif anti-chasse, comme cette demande d'interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche, qui faisait partie des propositions, notamment des programmes de Yannick Jadot ou de Jean-Luc Mélenchon. Le rapport, lui, a axé ses propositions sur la sécurité, notamment dans le cadre de la formation des chasseurs, mais aussi sur la cohabitation entre les chasseurs et les non-chasseurs, qui va même jusqu'à instaurer un délit d'entrave à la chasse, responsabilité donc, mais de tous les côtés. Pour en parler, nous sommes avec le rapporteur de ce rapport, Patrick Chaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur LR de l'Ain, vice-président de la Commission des affaires économiques et rapporteur de la mission de contrôle du Sénat intitulée « La sécurité, un devoir pour les chasseurs, une attente de la société », donc le rapport dont je parlais il y a un instant. Alors, d'abord, avant d'aller dans le fond de cette mission, je voudrais vous demander quelle influence peut avoir ce rapport sénatorial concrètement ? Alors, le but des rapports sénatoriaux, c'est d'éclairer effectivement l'ensemble des acteurs, l'éclairer aussi, donc bien sûr, la population, enfin toutes les personnes qui seront donc amenées à le consulter. Et cet éclairage, donc, il est construit sur la base d'un travail conséquent, puisque nous avons donc eu un temps de 10 mois pour pouvoir réaliser ce travail. Donc, ça a nécessité des rencontres avec l'ensemble des acteurs, donc des auditions qui ont toutes été d'ailleurs filmées et retransmises, donc une synthèse qui a été faite de façon collective, puisque la mission est composée de 19 membres, donc répartis de façon proportionnelle en fonction des représentations politiques. Elle a donc assuré 48 heures d'audition, rencontré plus de 170 personnes et fait 5 déplacements. Oui, on a été très exhaustifs. Alors, quels sont les grands axes que vous avez pu tirer de ces auditions ? Les grands axes, c'est que effectivement, on peut donc se rendre compte que les chasseurs sont restés trop longtemps un petit peu dans leur monde fermé et renfermés sur eux-mêmes. Ce qui donc est, à mon sens, d'ailleurs le point de départ des incompréhensions et des problèmes. C'est-à-dire quand on ne parle pas aux autres, quand on ne se confronte pas aux autres, eh bien, donc, on ne se remet pas en cause. Et donc, on entendait, je le trouve trop souvent, trop facilement, de dire oui, on a diminué le nombre d'accidents depuis 20 ans, il y a eu des progrès de fait. Il reste des morts, voilà, le risque zéro n'existe pas. C'est pas un discours qu'on partage. Donc on dit que même si le risque zéro n'existe pas, il faut tendre vers le zéro et se donner les moyens d'atteindre ce zéro. Bien sûr, mais c'est déjà intéressant d'entendre, et en effet ces chiffres, on les a dans le rapport, que depuis 20 ans, le nombre d'accidents à la chasse a baissé finalement de 46% et le nombre de morts a baissé de 74%, ce qui est considérable. Et finalement, on a l'impression qu'on en entend de plus en plus parler de ces accidents alors qu'il y en a de moins en moins. Oui, parce que en fait, c'est toujours des accidents traumatisants, notamment quand ces accidents concernent des non-chasseurs. Parce que contrairement à d'autres sports où donc il y a des morts en plus grand nombre, je pense à l'escalade par exemple, ou les sports de ce type-là, les accidentés sont eux-mêmes des pratiquants. À la chasse, il peut y avoir des accidentés, malheureusement, qui ne sont pas des pratiquants. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas concernés par le sport et qui ne prennent pas cette responsabilité-là. Et donc, il y a une médiatisation qui est faite autour de ces accidents, ce qu'on peut tout à fait comprendre, parce que ce sont des accidents traumatisants. Bien sûr.
Bien sûr. Alors, finalement, quelles sont les propositions que vous faites pour améliorer cette cohabitation, ce dialogue dont vous parliez entre les chasseurs et les non-chasseurs? Alors, des propositions de plusieurs ordres. Déjà, des propositions sur la formation, l'amélioration de la formation. Là aussi, on s'est rendu compte dans les auditions que, par exemple, il n'y avait absolument aucune formation à la précision du tir. Alors ça peut paraître annexe, sauf que quand on regarde les chiffres, donc aujourd'hui en moyenne en France, pour tuer un gibier, il faut tirer 8 balles. Ça veut dire qu'il y en a 7 qui sont des balles perdues. Oui. Et qui donc se retrouvent dans la nature. Alors même que dans certaines chasses, un peu plus peut-être avec des gens un peu plus formés, un peu plus habitués à manier les armes, je pense par exemple à Chambord. À Chambord, le ratio c'est 2 balles et demie. Donc on a une marge de progrès importante pour faire en sorte que les chasseurs soient plus pertinents, connaissent mieux les règles de sécurité, les appliquent mieux, s'imposent aussi certaines règles de base comme l'alcoolémie, et puis donc de pouvoir vérifier que chaque détenteur d'armes et les capacités à avoir une arme dans les mains, notamment en introduisant une possibilité de certificat médical, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, et là, c'est la partie amont. C'est presque, on se demande comment c'était possible que ce soit pas encore le cas avant, comme ça doit l'être pour la conduite. La chasse est quand même un exercice de précision. Il était normal de vérifier qu'il n'y ait pas de taux d'alcoolémie ou que le certificat de la santé le permettait. Ça paraissait normal peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc, on a pointé du doigt ces sujets-là, qui font réagir d'ailleurs le monde de la chasse avec véhémence, mais peu importe. Moi, dans ce rapport, je ne suis pas là pour faire plaisir ni aux uns ni aux autres, je suis là pour effectivement mettre le doigt sur les points qui pourraient faire évoluer les choses. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites je ne suis pas là pour faire plaisir ni aux uns ni aux autres, et je pense que c'est le cas. Vous n'avez pas fait plaisir ni aux uns ni aux autres, puisque du côté de la chasse et des chasseurs, vous avez donné quelques axes déjà, et on va continuer pour mieux encadrer les chasseurs. Mais de l'autre côté aussi, vous avez décidé, dans ce rapport, d'introduire un délit d'entrave au déroulement d'activités, au déroulement de la chasse. Oui, alors dans un cadre bien particulier, puisque donc ça, le volet aval, je l'ai cité. Ensuite, il y a plutôt la partie en action, ou même encore en préparation d'action, où on veut inciter le partage de l'espace plutôt que le partage temporel. Voilà. Vous avez cité tout à l'heure des propositions qui étaient faites, je dirais plutôt des suggestions, parce que la pétition mettait le doigt sur un problème, nous interrogeait sur ce problème, mais le but c'était pas de dire oui ou non aux propositions des pétitionnaires, sinon ça sert à rien de faire une mission parlementaire. Oui, de 10 mois. On a examiné malgré tout les pistes qu'ils ouvraient, et sur le jour sans chasse, on n'a pas estimé qu'il était efficace d'imposer un jour sans chasse. Pourquoi ? Tout simplement parce que les statistiques démontrent qu'il n'y a pas un jour plus qu'un autre qui est plus accidentogène. Je dirais même il n'y a pas une heure, on n'arrive pas à déterminer ça. Donc, imposer un jour sans chasse, c'est donc un acte qui était un acte symbolique, un acte politique, mais qui n'était pas un acte, axé vraiment sur des résultats en termes de sécurité. Et notre but, nous, c'était de trouver des solutions efficaces. Voilà. Alors, pour pouvoir partager l'espace, nous, on a entendu les demandes aussi des fédérations de sport de nature qui nous disaient, mais nous, ça serait bien qu'on sache où il y a de la chasse, parce qu'on pourrait s'organiser pour les jours où il y a chasse. Et je rappelle en passant, c'est que c'est pas tous les week-ends sur les mêmes parcelles aux mêmes endroits. La chasse est quelque chose qui est mouvant, qui n'est pas sectorisé. Et pour une raison simple, c'est que le gibier se déplace, tout simplement. Malgré tout, ce qui serait intéressant, c'est de savoir où les chasseurs vont chasser tel jour. Donc on a exprimé ce besoin, et je le partage. Sauf que les chasseurs nous disaient, oui, mais si on fait ça, on l'a déjà fait à quelques endroits, de façon immédiate, on aura des associations anti-chasse
qui vont venir donc finalement occuper nos espaces et qui vont nous empêcher de chasser. D'où cette recherche d'équilibre en disant on va imposer aux chasseurs de dire où ils chassent, ce qui est déjà donc pas apprécié et accepté par les chasseurs. Mais bon, tant pis, voilà. Je pense que c'est utile. Et en une situation d'équilibre, pour les protéger, il faut effectivement qu'on empêche l'entrave de leur pratique par la création de ce délit d'entrave. C'est pas du tout un délit d'entrave de dire que quelqu'un qui se promène, qui n'a pas vu les panneaux, soit verbalisable. C'est pas ça le sujet. Ce sont vraiment des actions d'anti-chasse telles que je l'ai décrit. D'accord. Une question concrète pour les promeneurs du dimanche. Est-ce que cela signifie qu'il faut se renseigner à l'avance sur la forêt où il souhaite se promener pour voir s'il n'y a pas une chasse? Ou est-ce qu'il y a des panneaux qui seront indiqués Moi, je sais que dans mon coin, dans ma région, il peut y avoir des bandeaux et voilà, pour signaler, attention, il y a une chasse en ce moment, donc soyez vigilants. Oui. Alors en fait, les panneaux, c'est déjà obligatoire. Donc, lors de battues, il y a une obligation de mise en place des panneaux. Sauf que il y a plusieurs difficultés. D'abord, il y a ceux qui vont enlever les panneaux, notamment sur la détection d'entrave. Il y a donc la problématique des panneaux qui sont mis après que les gens soient rentrés dans l'espace, parce que souvent, ce sont des espaces assez grands. Oui. Vous êtes en randonnée, donc vous êtes avancé dans la randonnée. Oui, il n'y a pas une entrée après, en plus. Oui. Et voilà, 10 minutes après, on vient mettre un panneau, vous ne l'avez pas vu. Voilà. Donc, d'où l'importance en fait de connaissances par avant. Alors après, le partage de la connaissance, moi, je milite pour qu'on la rende vraiment efficace par des plateformes numériques en open data qui pourraient permettre aux éditeurs, vous savez, d'applications de randonnée ou de VTT, etc., de pouvoir récupérer ces informations et de les mettre à disposition du public, c'est-à-dire à l'instant T. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait être dynamique et qui ferait que cette information soit partagée du mieux possible. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Patrick Chaise. Et c'est important de savoir qu'on peut parler de la chasse de façon nuancée sans être forcément dans un conflit entre les uns et les autres. Et on voit bien ici que vous avez cherché un point d'équilibre, ce qui est particulièrement intéressant. Donc voilà, j'invite tous nos auditeurs à se renseigner sur cette mission de contrôle du Sénat. Donc la sécurité, un devoir pour les chasseurs et une attente de la société. Merci encore, monsieur le sénateur. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.